Hello, hello tout le monde et bienvenue dans cette interview. C'est la première interview ici sur cette page. Merci à mon premier intervenant, Johan Yangting. Bonjour Johan. Bonjour France, salut, merci de m'avoir invité et bravo Avec... pour la première. merci, merci à toi d'ailleurs d'avoir franchi ce cap avec moi et pour ta confiance d'abord. Alors, Johan, on s'est connus déjà il y a quelques années via, je pense que c'était au Mastermind du Sud, la première fois qu'on s'est rencontrés. Et j'ai directement adoré cette... Chez toi, il y a quelque chose qui se dégage du cœur, de l'authenticité, de l'honnêteté. Et j'ai adoré ça chez toi. Par la suite, j'ai eu l'occasion du coup de suivre des accompagnements avec toi. Mais avant d'aller plus loin, Joanne, si tu peux te décrire, qui es-tu? Oui, alors pour dire qui je suis, je pense que tu as déjà dit mon prénom, donc je vais pas faire le coup de dire je suis Johan. En Enchantée. fait, en fait je suis devenu entrepreneur pendant que j'étais étudiant et c'est vrai qu'on souvent on dit qui on est à travers notre activité, donc je vais un peu présenter ça. Et j'ai commencé pendant que j'étais étudiant, j'ai lancé ma première entreprise à l'époque, c'était en 2008-2009. Et ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, j'ai gagné en expérience, j'ai vraiment appris à entreprendre en étant autodidacte. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne et j'aide les entrepreneurs à développer leur business. Et je travaille aussi bien sur l'état d'esprit, l'organisation, la gestion des émotions, de savoir aussi soi, rapport à soi, être en confiance et en ce qu'on appelle le mindset finalement, même si le mot commence à être beaucoup utilisé, mais c'est vraiment ça, c'est l'état d'esprit d'entrepreneur. Et aussi la stratégie, donc savoir comment implémenter concrètement, exécuter concrètement un plan qui permet de développer le business, mais toujours les deux ensemble parce que c'est important de le faire avec ses valeurs, avec ce qui nous épanouit et d'être toujours dans le sens de ce qu'on fait. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence pour pouvoir s'épanouir, avoir des résultats. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui et ça a été un long parcours, presque 10 ans maintenant, mais c'est toujours un plaisir aujourd'hui de continuer. Et en parlant de valeurs, si tu devais décrire tes trois grandes valeurs, ce serait quoi? La première, je crois que c'est la liberté. Parce que j'ai vraiment, tout ce que je fais, c'est avant tout pour vraiment ce concept de liberté, de pouvoir vraiment, moi, être libre, mais aussi que les autres soient libres, parce que j'ai une vision de la liberté où tout le monde est libre et tout le monde respecte la liberté des autres. Deuxième, je dirais le mouvement, enfin mouvement évolution, les deux mots s'adaptent, parce que c'est vraiment de toujours constamment avancer, évoluer, passer au niveau supérieur, mais dans le sens, pas toujours chercher à être au top, mais continuer d'évoluer, de progresser, puisque c'est le propre de l'homme, hein, on essaie de le faire dans le bon sens. Et puis aussi, la troisième, je dirais le respect, parce que se respecter soi, respecter les autres, je trouve que c'est important dans le quotidien. Donc, voilà ce qui, on va dire, les trois valeurs principales, même s'il y en a d'autres. Je comprends mieux pourquoi j'ai adoré les accompagnements avec toi et pourquoi tu m'avais tant à l'époque déjà sensibilisée parce que c'est vrai qu'une chose que tu as dit un jour dans une vidéo YouTube, d'ailleurs c'est la première fois que j'ai commenté une de tes vidéos, parce qu'on peut te retrouver sur YouTube, on peut te retrouver sur Facebook, tu as ton site internet, je mettrai toutes les informations en dessous de cette vidéo. C'était une comparaison. Je pense que tu étais à l'étranger et derrière toi, tu avais des petits bateaux de pêcheurs et les gros chalutiers. Et tu avais fait le paradoxe entre justement sur le web au jour d'aujourd'hui où tu as les personnes qui mettent des budgets phénoménaux et qui raflent tout, mais dans lequel il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas spécialement de respect. Le client n'est pas l'objectif, mais c'est l'argent. Et à côté de ça, où tu as les petits pêcheurs qui représentent un petit peu tout le monde, qui font ça par passion, qui font ça par plaisir, qui sont leur gagne-pain et où par moments c'est un peu plus compliqué. Et j'avais aimé ce côté authenticité, respect aussi, respect de la nature de chacun, respect des valeurs de chacun. Donc ce que tu disais là, c'était juste waouh. J'avais l'impression qu'on me parlait et que tu me comprenais à l'époque. Donc merci à ça pour ça. Alors, dans ce que tu viens de dire juste avant aussi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être entrepreneur? Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui se lancent comme entrepreneurs pendant leurs études. C'est souvent un chemin de vie. Toi, tu t'es dit, allez hop, on se lance. Je pense que déjà très tôt, j'avais un problème avec, je crois, l'autorité. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à bosser pour quelqu'un et quelqu'un me dise quoi faire. J'ai vraiment toujours eu du mal avec ça. C'était au fond de moi. Et pendant mes études, j'ai fait des stages. Et pendant ces stages, l'un des stages que j'ai fait, ça s'est plutôt bien passé en école d'ingénieur.
J'avais fait un stage en usine, donc pour nous apprendre vraiment comment fonctionne l'usine, comment la tâche d'ouvrier et tout, donc travail à la chaîne. Et déjà là, tous les employés me disaient avec grande bienveillance, franchement, tu es étudiant, étudie bien, trouve-toi un vrai travail parce que nous, toute notre vie, on est dedans, ça nous passionne pas, bon, on est là, mais tous, sans exception, me disaient, il faut pas que tu finisses là. J'ai dit, waouh, ok, avec tout le respect et tout, j'ai dit, waouh, c'est bon, message passé. Et après, ben, j'ai continué, j'ai fini en école de commerce, j'ai fait un stage de vente. Et je suis arrivé en retard un jour parce que j'ai eu un problème avec le casier, vraiment un truc imprévu. Et je suis arrivé genre mes 30 secondes en retard. Et je dirais pas dans quelle enseigne ça s'est passé. Et en fait, le patron, donc le manager qui était sur place, donc c'est vraiment le manager de l'espace vente, il m'a dit t'es viré, rentre chez toi. Et ce stage-là, si je l'avais pas, j'avais payé quand même une école de commerce. Et si je perdais le stage, je pouvais perdre mes études. Et c'était vraiment la catastrophe. Donc du coup, quand il m'a dit ça, j'ai dit bon, pour 30 secondes, j'ai eu un problème et tout. Il a dit je veux rien savoir, tu dégages. Pas d'empathie, pas de ok, bon, je suis viré parce que j'ai fait une erreur une fois, une erreur qui est pas grave, une erreur que je vais pas jamais répéter après. Euh, une espèce de, je vais pas dire de gros mots, qui était un peu un but de sa personne et qui abusait de son pouvoir. Et tout ça, ça m'a un peu dégoûté. Je me suis dit, ouais, vraiment, j'ai pas envie d'être employé. Même si je suis sûr qu'elle est très bon manager et tout, mais j'ai dit non, c'est hors de question, ça arrivera plus jamais dans ma vie. Et en fait, je suis allé voir la patronne avec qui j'avais des bons rapports, qui était au-dessus, et qui a dit non, c'est bon, voilà, bon, refais pas l'erreur, c'est ok. Par contre, fais vraiment attention et tout. Et ça m'a vraiment créé un gros déclic. Et j'ai dit vraiment, je veux pas, c'est mort, je j'ai pas envie d'être salarié. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans une startup. Et là, j'ai dit waouh. En fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. Le patron il m'a un peu mentoré. Il m'a offert des livres. Il m'a montré un peu ce que c'était l'entrepreneuriat. C'était genre l'année suivante, hein. Et j'ai dit, ouais, c'est ce que je veux faire. Je suis rentré en France et j'ai créé ma boîte. Voilà. C'est vraiment ça s'est passé sur une. Il y a tout ce qu'il y a avant dans ta personnalité, mais il y a aussi les déclics parce que certains, c'est dans le travail qui se découvrent et tout, qui se reconvertissent. Moi, c'est pendant mes études, pendant mes stages, ça s'est toujours pas très bien passé. Donc, j'ai compris que c'était pas ma place. Et que ma place, c'est que j'aimais créer, j'aimais faire mes trucs. Et j'ai dit, bah, je serai entrepreneur et j'ai bossé pour le devenir. Donc, c'est venu un peu de ça. Il y a la fuite du salariat et du manager ou des patrons, pas forcément toujours bien, et l'envie d'être libre, d'être mon propre boss, de créer et d'avoir un impact aussi, parce qu'il y a un côté égoïste, j'avoue, d'être libre, de faire ce que je veux, mais il y a aussi un côté, j'ai envie d'avoir un impact, et c'est pour ça que je fais beaucoup de contenu et que je partage beaucoup, parce que j'aime pouvoir transmettre. J'avais aussi une passion de transmettre qui était liée à ça. Je compatis dans ce que tu viens de dire dans l'expérience professionnelle. Enfin, durant nos études, moi j'ai été comme toi aussi. J'ai fait, donc à la base, moi je suis nutritionniste et j'ai détesté, enfin c'est pas que j'ai détesté mes études, j'aimais pas le rapport avec les profs parce qu'il y a cette notion de hiérarchie déjà où les profs ont l'impression qu'ils ils savent alors que parfois ils n'ont jamais quitté le Oui, milieu de l'école, ils ont fini leurs études, ils ont directement enseigné, ils n'ont aucune notion de terrain. Et alors, moi, j'ai détesté mes stages et je me disais toujours, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et pourtant, j'ai adoré mes 10 années de nutrition après, mais je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. J'ai travaillé une fois pour un employeur, mais là, je m'amusais super bien, donc ça allait. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport à cette notion aussi de liberté qui est quelque chose qu'on a en nous, en fait. C'est un appel, je oui. trouve, qui est plus fort que tout le reste. C'est ça. Et puis il y avait aussi un petit truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai dit que si moi aussi je deviens le patron, je ne me comporterai pas comme ça parce que pendant mes stages, j'ai eu tous les pires exemples, dont celui-ci, de ce qu'il faut pas faire quand on manage des gens et surtout de leadership. Et des très bons patrons avec qui ça s'est bien passé, notamment dans la startup, un modèle et les anti-modèles, on va dire. Et là, je me suis dit, bon, ok, si tu deviens entrepreneur, ben, essaie de créer justement cette forme de management, de leadership qui est parfois un peu, hélas, trop rare, même si c'est en train de changer. Oui, et ça change lentement, parce que ça prend du temps dans les entreprises pour des changements comme ça. Maintenant, pour les personnes qui se lancent et qui ont la chance de pouvoir rapidement pouvoir créer une entreprise, il y a moyen, dès le départ, de créer un fondement solide basé sur le respect, en fait, des autres. Et ça, c'est important aussi de le rappeler pour tout le monde. Bah, tu Euh, parlais des chalutiers, des petites barques. C'est vrai qu'aussi, dans les petites structures, on trouve plus ça que dans les grosses. Après, voilà, ça reste des humains, hein, des humains partout. Il y a des personnes qui sont peut-être maladroites en communication, d'autres qui sont très bonnes, mais en tout cas, c'est à soi de trouver aussi sa place.
Et non tu seulement. le vois, tu l'as vécu quand tu étais en stage, le nombre de personnes qui te disent au jour d'aujourd'hui, hein, même toujours maintenant, t'as un tas de personnes qui viennent même vers toi, vu que tu as un level up starter, qui ne sont pas du tout épanouies dans leur job. Et il y a un nombre incalculable de personnes qui, qui attendent la pension avec envie, qui calculent le nombre d'années qu'il leur reste avant de pouvoir être pensionné, alors que finalement, c'est quand est-ce que tu décides de vivre ta vie. Oui, et c'est un vrai souci parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui se reconvertissent. J'ai même des amis de ma génération. Donc, on a été à l'école ensemble, au lycée ensemble, qui aujourd'hui se reconvertissent parce que éthiquement, par exemple, certains dans la RH ou dans le contrôle de gestion qui me disent, waouh, ben là, en fait, on me fait virer des gens, c'est juste des lignes dans des Excel. Il y en a qui me disent, bon, mon métier ne me passionne pas, maintenant j'ai envie d'avoir plus de sens. Donc il y a un vrai truc qui se passe et je pense que même la notion du travail est en train de changer. Et même que ce soit l'entrepreneuriat, mais aussi même le salariat, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on recrute aussi. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la notion de sens, maintenant, elle est très forte et les gens ont besoin de sens. Ils ont besoin d'avoir une raison de faire les choses et ça implique l'éthique, l'épanouissement, l'impact, etc. Mais on le voit, moi qui accompagne principalement les personnes qui sont justement dans le flou, qui ont des doutes, qui savent plus trop où ils doivent aller, qui sont entrepreneurs ou porteurs de projets, je les amène vers plus de confiance, de clarté et aussi davantage dans le passage à l'action. Tu parlais du mouvement aussi, ça c'est important pour moi Oui, dans cette notion d'évolution, parce que si on est dans le brouillard et qu'on n'avance pas, parce qu'on est dans le brouillard, bah, ça c'est clair qu'on ne sort jamais du brouillard. C'est important d'avoir... de savoir pourquoi on le fait, de pouvoir avoir de l'éthique derrière. Et quand on est dans, que ce soit quand on est salarié, qu'on est dans une boîte où on se sent respecté, où on se sent soutenu, ben, c'est vachement plus facile. On a beaucoup moins de risques de burn-out, on a moins de risques d'arrêt, de maladie ou autre. Et quand on est son propre patron, et, euh, et je ne sais plus où je voulais en venir parce que je perds le fil de mes idées par moment. Ça arrive. Enfin bon, bref, je vais relancer du coup sur un autre truc dont j'ai entendu parler tout à l'heure. Tu parlais que tu avais été entre guillemets mentorisé par le patron de la startup pour laquelle tu avais dans lequel tu avais eu un stage. Est-ce que tu te souviens de quelques lectures que t'as pu lire? À l'époque, il m'a offert des grands classiques. Il y a les 22 lois du marketing. Donc là, c'était plus axé business. Père riche, père pauvre, qui m'a retourné le cerveau et qui m'a fait comprendre que, bah oui, le salariat, clairement, c'était peut-être pas la bonne voie. Il y a également la semaine de 4 heures, donc là, qui m'a montré une autre voie. On parlait du travail, d'échanger son temps contre de l'argent, le fait aussi de se retrouver à attendre les week-ends ou les vacances ou la retraite. Et ce livre-là, il est intéressant parce que la première fois que je l'ai lu, ça m'a montré une autre perspective du monde et du travail. La deuxième fois que je l'ai lu, ça m'a aidé à sortir de mon business parce que parfois même quand on crée son business, on se retrouve comme un salarié, voire pire. Et troisième fois que j'ai relu, parce que j'ai lu 3 fois ce livre, ça m'a donné des pistes pour mieux m'organiser et mieux développer le business et retrouver plus de liberté. Donc comme quoi, j'aime bien relire des livres que j'ai déjà lus, parce qu'avec l'expérience, on retrouve des nouvelles perspectives qu'on n'avait pas vues. Donc c'est ces 3 livres-là principalement que j'ai eus. Après, on a eu d'autres, mais j'ai plus trop de souvenirs parce que Oui, j'en ai lu mais tellement. ah, ça c'est clair que moi, à chaque fois que je te vois avec tes piles de bouquins, je me dis, lui, il a pas que 24 heures dans une journée. Je sais pas ce que tu fais, je sais pas comment tu as une gestion du temps, mais en tout cas, c'est comme ça. Bah, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube Comment lire plus et les astuces. Ça ne demande pas plus de temps et même quand je travaille beaucoup, on a toujours un petit peu du temps pour lire. Et Oui, puis ça permet à c'est une question l'esprit un petit d'habitude. peu de changer aussi, parce que quand on fait non-stop la même chose, la même activité sur la journée, toi comme moi, on Oui, travaille beaucoup sur l'ordinateur, il y a beaucoup de gens pour le moment aussi qui sont en télétravail. Rien que le fait de changer de support, d'avoir une version papier, ça permet à ton cerveau de stimuler d'autres parties en fait. oui, puis j'aime bien parfois lire aussi. Je lis pas que des livres business, ou dev perso, etc. Je lis aussi des fictions et tout pour sortir, surtout le soir, parce que si on lit des livres trop intelligents le soir, le cerveau il part et on dort plus. Donc comme quoi, les écrans, mais aussi la stimulation intellectuelle le soir, c'est pas toujours une bonne chose. Oui, moi je suis comme toi, c'est plutôt la journée quand je fais une pause, c'est un livre, ça peut être un livre mindset, un livre de développement personnel ou business, et le soir c'est plutôt un roman, moi c'est plutôt roman style girly, hein. C'est plutôt des trucs bien amusants, comiques pour se distraire de sa journée. Donc voilà, chacun ses lectures. D'ailleurs, à propos de livres, j'ai deux questions. Quel est le livre que tu conseillerais
à quelqu'un qui se lance? Et quel est le livre que tu lis en ce moment? Quelqu'un qui se lance, c'est très compliqué parce que des livres, chaque livre apporte un truc différent, mais je dirais que je recommande toujours L'Alchimiste parce que de Paulo Coelho. L'Alchimiste parce que c'est plutôt un parcours inspirant et un conte initiatique, comme on en voit beaucoup, mais celui-là est vraiment inspirant et il va apporter une philosophie de vie, de vision et l'importance de la enfin, du chemin avant la destination parce que souvent dans l'entrepreneuriat, on focalise sur le résultat, on focalise sur je vais atteindre tel chiffre d'affaires, la liberté, etc. Mais on se rend compte que chaque palier qu'on passe, les problèmes ne sont pas forcément résolus. On a des nouveaux problèmes, ce qui fait, et je pense que tu connais ça, qui fait que finalement, c'est un process. Et c'est ça qui nous anime. Quand je parlais du sens, il y a le sens, il y a la quête, mais on n'a jamais vraiment fini, on évolue. Alors que si on est trop focalisé résultat, performance et tout, au bout d'un moment, on s'épuise et on perd de la motivation. Donc je pense Mais que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, on devient même esclave de son business quand on est tout à focalisé fait, sur la quête. c'est ça. Et l'alchimiste, pour moi, c'est un super livre pour le mindset entrepreneur, vraiment. Et le livre que je lis en ce moment, je ne sais même plus parce que j'en lis plusieurs. En ce moment, je suis en train de préparer une conférence pour une intervention en Martinique et je relis un livre qui s'appelle Montrer votre travail, Show Your Work, qui est un livre qui parle plus de présentation, de comment, même si je sais un petit peu, j'aime bien réviser, me remettre dans le bain, restimuler pour reprendre des idées, la façon de présenter même les slides, les idées, etc. Donc, il est pas mal. Donc c'est un livre que je relis, c'est pas une nouveauté en ce moment. D'ailleurs, quand tu parlais des relectures, juste à titre informatif, pour vous qui nous suivez, il faut savoir qu'un livre, généralement, quand on le lit qu'une seule fois, on retient maximum 10 à 15% du livre, alors que la plupart des livres, hormis un roman ou autre, la plupart des livres ont énormément d'apprentissage. Il n'y a pas qu'une idée clé, il y a une idée clé avec plein de méthodologies autour. Et donc, c'est super intéressant de le lire une première fois, comme si on découvrait le livre, une seconde fois pour pouvoir peut-être davantage l'intégrer. Et puis quand on expérimente, et donc c'est intéressant, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, la deuxième fois je fais une lecture au fluo et je prends le temps d'implémenter dans ma vie ce que je lis. Et puis alors la troisième fois, je le vois avec un œil business pour mes clients alors à ce moment-là. Oui. Et d'ailleurs, plutôt que de rechercher toujours des super nouveaux livres et des pépites, même si j'aime ça, j'aime bien aussi retrouver des pépites dans ce que j'ai déjà lu parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'on prend ce dont on a besoin à l'instant T, avec Exactement. notre expérience, notre vécu, ce qui fait qu'on peut passer à côté de choses qui, après, quand on a plus d'expérience, on va trouver plus de sens à ça. Par exemple, l'alchimiste, j'ai l'impression de ne pas relire le même livre quand je le relis tous les 5 ans. Donc, c'est un peu comme Le Petit Prince, c'est le livre qu'on peut lire toute sa vie avec une nouvelle lecture. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de relire aussi. Oui, ça je le conseille aussi vivement et comme tu le dis parfois, enfin même moi il y a des livres que j'ai lus parfois il y a un an et quand même le début, l'introduction, oui il y a des passages qu'on se souvient et pourtant j'ai l'impression à chaque fois de redécouvrir le livre. Et il y a même fois des moments comme ici je suis en train de relire Le Grand Saut de Gay Hendricks, c'est la deuxième fois que je le relis et j'arrive pas à changer de chapitre parce que ça fait 4 fois que je lis le même chapitre. Mon compagnon me dit mais tu vas te rendre folle, mais en fait non parce que y a un truc que j'arrive pas à intégrer et je me dis que tant que je le relis, ça va finir par débloquer dans mon cerveau. Il y a un auteur comme ça qui s'appelle Jiddu Krishnamurti, c'est un Indien qui a fait beaucoup de conférences. Il y a certains de ses livres, aussi des transcripts des conférences. Et chaque chapitre, c'est tellement profond que j'arrive jamais à finir ces livres parce qu'il y a toujours trop de trucs. Et c'est assez intéressant à lire. Donc, c'est vraiment le genre de livre qui se lit, qui est là, tu lis de temps en temps, mais tu te dis pas il faut le finir. Sinon, tu en as pour l'année. Et D'ailleurs, je tu... recommande Krishnamurti pour ceux qui nous suivent, qui veulent plus l'approche philosophique aussi. Oui, parce que ça, c'est aussi intéressant, parce que ça, ce que j'aime beaucoup aussi chez toi, c'est que tu as une culture générale assez intéressante. Tu connais plein de choses sur plein de sujets. D'ailleurs, je voulais te poser cette question-là. Tu aimes les jeux vidéo, tu as fait de l'art martial. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, justement, toutes ces, entre guillemets, ces passions d'enfants, d'adultes, de jeunes, enfin d'adolescents qu'on peut avoir? Parce que moi, je vois en tant que parent, je suis plutôt en train de dire à ma fille non, pas les jeux vidéo et ainsi de suite. Mais je me dis, quand même, il y a peut-être des points positifs. Donc, pour les parents qui seraient là, quels sont les avantages justement de ce que toi tu as pu vivre, des passions que tu as pu avoir quand tu étais jeune et qui te servent au jour d'aujourd'hui dans
le développement de ton entreprise? Oui, déjà quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Dragon Ball et Dragon Ball Z et à l'époque, c'était, les mangas, c'est violent, c'est pas bien. Alors que Dragon Ball et Dragon Ball Z, pour moi, c'est les meilleures leçons de vie qu'on peut apprendre, surtout quand on est jeune. Parce que quand on voit de l'extérieur, on voit de la violence et tout, des gars qui sont en sang, qui s'énervent et tout. Alors quand on suit le truc, il y a des histoires de famille, de dépassement de soi, d'entraînement, de rivalité, etc. Euh, et ça m'a donné beaucoup envie de faire des arts martiaux. Et quand j'ai fait des arts martiaux, c'est là que j'ai appris la discipline, le respect, le dépassement de soi, le fait de gérer son stress en une compétition devant un public, le fait d'apprendre aussi des katas et de les maîtriser, le fait de se maîtriser, de gérer sa colère ou les moments où tu sais que tu peux défoncer quelqu'un, mais tu vas pas le faire parce que tu n'es pas censé utiliser ce que tu as appris pour attaquer les autres, pour te défendre, certes, mais tu dois faire attention. Bref, les arts martiaux, on apprend tellement de choses et on parle vraiment d'arts martiaux, hein, pas juste les sports de combat ou le self-défense, parce que j'ai fait du karaté et c'est vraiment, là, ça m'a vraiment beaucoup développé. J'ai appris énormément de choses, même aujourd'hui, ce que j'ai appris aux arts martiaux très jeune me sert. Ensuite, pour la partie jeux vidéo, j'ai commencé à jouer peut-être en début d'adolescence, plus à l'époque de la Super Nintendo, etc. Et, euh, et les jeux vidéo, en fait, ça m'a apporté, bon, il y a le côté divertissement, mais il y a aussi un truc il y a tout ce qu'on ne voit pas qui se passe. Ça veut dire, il y a toute la réflexion, le sens de l'orientation, je l'ai beaucoup appris grâce aux jeux plus qu'on le pense. Apprendre aussi l'anglais. J'ai appris l'anglais parce que parfois j'avais des jeux qui étaient en anglais, j'étais impatient de les avoir traduits en français. J'ai appris aussi plein de choses, hein, sur les réflexes, etc. Et puis surtout, c'est un équilibre. Le jeu, c'est comme tout, tout divertissement, Netflix, la télé, etc. Si tu fais que ça, c'est sûr que c'est pas bon. Mais aujourd'hui, il y a de l'e-sport, il y a des joueurs de haut niveau qui font que ça, donc ça dépend de la carrière aussi. Mais je crois que c'est surtout une question d'équilibre et de passion. Et le jeu m'a apporté des choses, les arts martiaux, le sport, j'en fais beaucoup. J'ai fait du basket, du foot, etc. Donc, ça apporte tout ce qu'on dit souvent, le mindset entrepreneur, mais je crois que je l'ai plus développé dans ces activités-là que réellement dans mon business, mais aussi. Ce qui fait que ce qu'on fait dans d'autres disciplines, d'autres hobbies qu'on peut avoir dans la vie, créatifs, sportifs, etc., ce qu'on développe dedans nous sert aussi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Et ça, on l'oublie, et c'est pour ça que j'aime bien avoir des activités diverses, pour mettre la variété, même pour les livres qu'on a dit avant, mais aussi pour avoir toujours un équilibre qui fait qu'on avance, qu'on apprend, mais de façon différente. Mais ça me fait penser à ce que tu dis et c'est exactement ça. Moi, j'ai accompagné aussi beaucoup les sportifs de haut niveau dans la nutrition à l'époque et les entraînements des sportifs de haut niveau ne sont jamais les mêmes dans le sens où un coureur de marathon, un runner, il va pas faire que de la course à pied. S'il faisait que ça, il serait juste sur un talent, mais il a besoin de compléter sa force musculaire, il a besoin de compléter son ADP, il va faire du sprint à certains moments pour augmenter ses performances. Et c'est un peu ça ce que tu exprimes aussi, c'est la diversité qui crée aussi une certaine forme même d'unicité de qui tu es. C'est parce que tu fais plein d'activités aussi à côté de ton business qui viennent compléter, que ce soit ton mindset, que ce soit ton, ta santé, parce que la santé, il n'y a rien à faire dans l'entrepreneuriat, c'est super important. Donc, Très. on ne se rend Et pas d'ailleurs toujours compte. aussi, oui, et même dans les jeux, c'est devenu même ma marque, un game entrepreneur. Pourquoi? Parce que c'est voir la vie et le business comme un jeu. Ça veut dire que au début, ben, on apprend, on essaie, on peut avoir le petit game over, l'échec. On recommence au début, on réessaie, on devient meilleur, on progresse, on passe les niveaux, on affronte des boss et on continue à progresser. Et c'est vraiment ça. Et même dans le jeu, il y a des jeux qui demandent de la persévérance, qui demandent parfois, quand tu galères à passer un niveau, à devenir meilleur, à réessayer, réessayer, réessayer. Et le business, c'est un peu comme ça aussi. Donc, je pense que c'est une belle métaphore aussi pour montrer le processus d'évolution et de flow. C'est l'équilibre entre les challenges et nos compétences. C'est le fait de toujours euh, pousser ses compétences, mais aussi le challenge pour devenir meilleur. Exactement, parce que ça, on le dit trop peu, surtout dans notre culture, je vais dire judéo-chrétienne, européenne, où l'échec est quelque chose de mauvais, où c'est mal vécu, les faillites aussi. Ah oui, mais lui, il a fait faillite, on peut plus lui faire confiance. Alors que pas du tout, quand tu le vois comme un jeu avec un game over où on recommence, ben, on apprend de ses erreurs et on avance. C'est super intéressant ce que tu viens de dire là par rapport à l'entrepreneuriat, où beaucoup de gens s'arrêtent après le premier game over.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis quand même content d'avoir fait une partie de mes études et c'est certains des stages qui ont été d'ailleurs les meilleurs en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, parce que j'ai très vite été immergé dans ce monde de l'entrepreneuriat nord-américain où leur état d'esprit, c'est en limite, on valorise les échecs. On voit ton niveau sur le nombre de boîtes que tu as plantées ou d'échecs que tu as eu. Et, et quand tu te plantes, j'ai même fait du sport là-bas, du basket et tout, il dit n'ayez pas peur de vous planter sur les mouvements, allez-y. Alors qu'en France, c'est oh, allez, refais, t'es nul. J'ai fait du foot, je me faisais tout le temps engueuler. Alors que là-bas, tu te fais encourager. Donc, c'est ça qui est marrant. C'est vraiment une sorte de mindset différent. Donc, c'est en train de changer. Hein. Les gens comprennent. Ici, on commence à intégrer ça. Mais ça m'avait marqué parce que j'ai vraiment vu le contraste entre les deux et je me suis dit, d'un côté, on encourage quand tu as des bonnes notes, on t'invite, on te valorise, on te dit bravo, qu'est-ce qui fait que tu t'es amélioré et tout. Alors qu'en France, on t'appelle quand tu as des mauvaises notes. Quand tu as des mauvaises notes, tu es convoqué, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Quand tu échoues, on te dit, bon, c'est fini. Le journalisme, même sportif, ils passent leur temps à démonter les gens. Bon, ça, c'est un peu partout, mais y a ce truc, oui, de plus, même vous, hein, parce que l'extérieur est comme ça, vous focalisez vraiment sur les opportunités et chaque échec, c'est une leçon, c'est un apprentissage et focalisez vraiment sur vos progrès et pas ce qui peut aller mal ou ce qui peut échouer parce qu'il faut passer par là, on est obligé de le faire. Et puis quand on a un genou à terre, c'est le moment aussi de remonter, remettre le pied à l'étrier. Enfin, moi qui ai monté à cheval toute ma vie, c'est la plus Oui, grande leçon de l'équitation, c'est que quand tu tombes, tu remontes directement. Parce que quand tu oui, si attends, tu c'est là que tu remontes crées des pas, peurs. c'est clair. Ça, c'est un grand truc. Ça m'était arrivé en capoeira, j'avais raté un salto. Je me suis vraiment fait peur et mon prof m'a dit, il faut que tu ressautes tout de suite parce que si tu le fais pas, tu vas plus jamais en faire. Ouais. Et c'est vrai, ce truc-là, quand tu te plantes, quand tu tombes, tu crées un traumatisme et tu refais plus. Donc, il faut remonter tout de suite et repartir. Et puis il y a aussi une notion dans la notion de peur, c'est que le trac, l'excitation et la peur, ce sont les mêmes symptômes. Et donc par moment, on a l'impression d'avoir une peur qui nous paralyse alors que c'est l'excitation et qu'on n'arrive pas à déterminer vraiment la différence. Je vois encore tout à l'heure, je t'en parlais juste avant, je dis oh, c'est ma première interview, en plus toi tu es un peu comme un mentor pour moi. Et j'avais le trac, j'étais excitée, j'ai super mal dormi. Euh, mais j'arrive maintenant au jour d'aujourd'hui à voir la différence entre la peur qui est celle qui te dit courage fuyons et l'excitation qui te dit allez go, sortie de zone de confort, on y va, on va s'amuser quoi. Et c'est aussi Oui, ça l'entrepreneuriat, c'est aller à la rencontre de ces peurs pour mieux les comprendre, mieux les apprivoiser pour pouvoir aller dans ces zones d'excitation et avancer dans son business. oui, avec Cécile que tu connais aussi, qui était là à la Level Très Up, bien, oui. on avait fait un podcast sur ce qu'elle a nommé la flip citation, le fait de flipper et d'être excité. Et c'est vrai que c'est ce concept-là. Et on l'a à tout niveau. Hein. La première vidéo, c'est une catastrophe, tu as peur, tu enregistres, c'est nul, tu vas la publier, tu stresses. Le premier interview, même encore aujourd'hui, j'ai parfois des challenges qu'on me propose qui vont hors de ma zone de confort. Et j'ai ça aussi, j'ai peur. Au début, je me dis, waouh, je flippe, j'ai envie de dire non. Et de l'autre, je sais que bah, il faut que tu continues à aller hors de la zone de confort et que c'est ça qui va faire que tu vas encore level up. Donc, on n'a jamais fini en fait, et c'est ça qui est Et génial. Et comme tu parlais du mouvement, de l'évolution, ça fait partie du chemin, quoi. Et c'est ce que tu oui, expliquais avec l'alchimiste aussi, c'est de rendre conscience que ça fait partie du chemin et que là-dedans, il y a quelque chose de très chouette, de très beau. Ici, tu parlais aussi tout à l'heure, tu disais, bah oui, la liberté, c'est un côté égoïste, mais de l'autre côté, tu as ton côté ultra altruiste qui te permet de partager du contenu. Tu adores la technologie, ça te permet d'investir dedans et en même temps de pouvoir partager dessus. Ça te permet d'avoir un super bon son, d'avoir une super bonne lumière, d'avoir des contenus de qualité, d'utiliser différents types de médias pour partager ton contenu. Donc finalement, bah, la liberté, l'entrepreneuriat, c'est et être égoïste et être altruiste aussi. bah oui, et puis en plus, j'ai envie de dire sur le sujet ultra tabou, surtout en Europe qui est l'argent. Quand on gagne de l'argent, ça reste une ressource. On décide ce qu'on en fait. Et il n'y a pas plus altruiste que d'avoir de l'argent parce qu'aujourd'hui, surtout avec les commerces qui sont en galère, c'est ceux qui ont de l'argent qui vont aller, une fois que ça va réouvrir, au restaurant, qui commandent, qui vont aller acheter, qui vont faire en sorte d'aller chez les petits commerçants. Donc, encore heureux que cette liberté en a besoin. Et c'est comme dans la métaphore de l'avion. Dans l'avion,
quand les masses d'oxygène tombent, quand il y a une dépressurisation, ben, en fait, on dit toujours mettre d'abord le sien et ensuite mettre sur les autres, parce que si on ne le fait pas pour soi, on tombe dans les pommes et on ne peut pas aider les autres. Donc, c'est toujours important de soit déjà être bien et ensuite, on est au meilleur niveau par les moyens, parce qu'on a plus de moyens, plus de temps, plus de ressources pour aider les autres. Donc, je pense que l'altruisme, on dit tout le temps il faut être altruiste ou il faut être bienveillant, il faut aider les autres, mais on oublie trop souvent de s'aider, d'être bienveillant et altruiste envers soi-même. Alors que finalement, nous sommes la personne la plus importante pour nous, parce que si on est bien, on peut au mieux aider les autres. Et ça, c'est ultra important. Et puis au jour d'aujourd'hui, je pense que dans notre culture aussi, l'égoïsme est perçu comme quelque chose de mal, alors que quand on voit la définition telle quelle de l'égoïsme, c'est de vouloir du mal à l'autre. Alors que l'égoïsme tel qu'il est perçu par les gens quand ils parlent d'égoïsme, c'est juste de se mettre en priorité. On confond l'opportunisme, l'égoïsme, on confond plein de choses en fait. Mais dans Oui, dans tout ce qu'on confond, il n'y a rien d'égoïste en fait. La vraie définition de l'égoïsme, elle est juste mal connue. Et ce terme est mal utilisé. tout à fait. Bah, surtout que l'idée, c'est pas de. En fait, on pense que dès qu'on est heureux ou quand on a de l'abondance, ça enlève aux autres, alors que c'est pas le cas. On confond ceux qui abusent vraiment, ceux qui prennent, ceux qui nuisent aux autres, avec ceux qui. Bah, justement, pour moi, dans le business, c'est la réussite d'un business vraiment éthique et qui a vraiment qui génère de l'abondance. Pour moi, c'est le business qui sert. Et mieux il sert ses clients, plus il a de la ressource et plus il gagne. Donc techniquement, le niveau de résultat qu'on va avoir, c'est au niveau du service. Surtout dans un monde qui est impitoyable, où il y a beaucoup de concurrence. Pour moi, l'excellence, c'est ça, c'est à quel point on sert et donc on apporte de la valeur et techniquement, on en reçoit aussi. Et parce que notre valeur perçue augmente. Donc je pense que c'est vraiment un mindset et de toujours considérer qu'on n'enlève pas aux autres, qu'on soit on s'élève. Sinon, c'est qu'on a encore les croyances ou les modèles pas forcément adaptés. D'ailleurs, à ce propos, je t'avais dit que j'aimerais bien que tu parles d'un des concepts qui a été pour moi très révélateur parce que moi, je t'ai connue dans ma première activité professionnelle de nutritionniste, enfin ma deuxième sur le web. Et t'es le premier à me dire, mais France, c'est essentiel de maîtriser ses chiffres. C'est la première fois que j'entendais ça. Moi, la comptabilité, c'est quelque chose que j'évitais. Regarder mes statistiques, c'est un truc, je savais pas comment les analyser et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, toi, qui, pour moi, est la première personne qui m'a révélé le fait que maîtriser ces chiffres était essentiel? Bah, parce que dans le milieu de l'entrepreneuriat, on parle souvent, peut-être, enfin trop, OK, on a parlé de mindset, de l'importance, tout ça c'est ultra important, c'est les fondamentaux. Mais on oublie la partie business et argent. Et une entreprise, l'entrepreneuriat, l'entreprise, sa vocation, c'est d'être rentable. Il faut être lucide. Sinon, on ne fait pas ça. Et pour être rentable, il faut au minimum un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Et ça veut dire qu'il y a des chiffres. Donc, il y a des mathématiques. Je sais que les gens n'aiment pas les maths, que c'est pas un truc que tout le monde aime. Je te coupe deux J'ai secondes par rapport à Oui, ça. Mon grand-père était économe dans une école et il m'a toujours dit, enfin, il est prof de mécanique, et il m'a toujours dit, France, les maths sont à la portée de tous les cerveaux, mais tous les cerveaux ne sont pas à la portée des maths. c'est très profond. Non, non, c'est excellent parce que j'ai fait à la base une formation scientifique. J'ai fait bac S spécialité maths et début d'école d'ingé prépa. Ensuite, vraiment, j'étais vraiment bien dans les technologies. Après, je suis allé en école de commerce. J'avoue, j'ai été un peu dégoûté des mathématiques. C'était vraiment les mathématiques 3 high level pour moi, ça m'a saoulé. Mais on ne demande pas ça en fait. On ne demande pas d'aller faire ce que j'ai fait en micro, macroéconomie avec des suites à l'infini dans mes cours de prépa d'ingé, etc. Les intégrales doubles, etc. Non, c'est vraiment ce qui compte, c'est des trucs très simples. Il faut faire simple avec les chiffres de son business. Déjà, combien rentre, combien sort, c'est évident. Et puis surtout, de savoir la rentabilité, c'est combien me coûte, par exemple, l'acquisition d'un prospect et combien il me rapporte. Si il me coûte moins cher qu'il me rapporte, je suis rentable. S'il me coûte plus cher qu'il me rapporte, je ne suis pas rentable. Donc, c'est des petits trucs qu'il faut savoir. Et franchement, une fois qu'on a compris, c'est ultra simple, hein. Si vous maîtrisez les divisions et les multiplications, vous maîtrisez les opérations nécessaires pour maîtriser les chiffres du business. Maintenant, en plus, si vous ne maîtrisez pas, vous avez une calculatrice et Excel. C'est du niveau primaire, hein, la comptabilité. C'est C'est du ça, niveau primaire, en fait, vraiment, ça. c'est niveau primaire et ensuite c'est niveau faut se former et comprendre comment ça marche. Mhm. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques trop compliqués, mais
En fait, vraiment, aujourd'hui, on doit être capable, juste dans son business, de voir les chiffres assez rapidement. Ça se met en place. Mais une fois qu'on le voit, on sait si on est bien ou si on est mal et qu'est-ce qu'on doit ajuster. Donc, c'est quelque part, c'est comme une sorte de petite routine d'optimisation et de tracking, quelque part, qui permet en fait de rester en rentabilité. Parce que si on ne maîtrise pas ces chiffres, on ne sait pas où on va. Imaginez, c'est des pilotes dans lesquels vous rentrez dans les avions. Les pilotes, là, vous embarquez et ils décollent à vue. Et s'il fait beau, vous avez de la chance. S'il fait moche, tu parlais du brouillard, vous êtes dans la merde. Et parce que naviguer sans les instruments dans le brouillard, généralement, tu ne décolles pas. Donc, il y a des instruments, il y a l'altitude, il y a le cap, il y a tous les instruments dans un avion. Le business, c'est pareil. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas naviguer. Et surtout, quand le brouillard arrive, quand les orages arrivent, il vous reste vraiment ça pour savoir prendre des décisions pertinentes. Donc, je pense que la maîtrise des chiffres, c'est ça, c'est que on ne peut pas juste, au bout d'un moment, maîtriser son business que par juste de l'instinct ou de l'intuition, parce qu'à un moment, il faut se baser sur des vrais concrets du résultat. On parlait d'échecs. Si ça échoue, pourquoi? En fait, je regarde mes chiffres. Je regarde par exemple j'ai fait une vidéo, combien finalement sont allés sur mon produit. Ou j'ai fait un live, j'ai fait un webinar. Sur le webinar, il y avait combien d'inscrits, combien de personnes ont été présentes, combien de personnes ont acheté peut-être mon programme. Il y a 3 chiffres. Ceux qui se sont inscrits, ceux qui étaient présents, ceux qui ont acheté. Ben, je sais déjà combien de pourcentage sur ceux qui sont inscrits étaient présents et combien de pourcentage ont acheté. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits, qui ont été présents, ça veut dire que je fais bien le travail pour leur donner envie d'être là. Mais si derrière, il n'y a pas beaucoup qui ont acheté, ça me montre que dans mon contenu, il y a un problème pour vendre. Donc, je sais que c'est mon contenu qui a un problème. Par contre, si les gens ne sont pas venus en live, c'est qu'il faut que je trouve un moyen de tester autre chose. Donc, tout ce qui se mesure s'améliore. On parlait du sport, on parlait des athlètes, ils mesurent aussi leur performance à tout niveau. Donc, aujourd'hui, je vais donner un petit exemple qui peut paraître compliqué si on ne maîtrise pas, mais qui est en réalité très simple. C'est que quand vous maîtrisez vos chiffres, vous identifiez les problèmes et vous identifiez donc les solutions, ou en tout cas les tests pour arriver à la solution. Et c'est un gain de temps phénoménal de maîtriser davantage ces chiffres parce qu'autrement, on est dans la perpétuelle questionnement de qu'est-ce que je fais pas bien, mais en étant dans le flou, en fait. Comme tu dis, on est C'est ça. complètement dans le brouillard, alors que ça permet, moi je vois ici par exemple sur un dernier webinaire, la publicité Facebook avait un taux de clic qui était super intéressant, par contre la conversion pour l'inscription était très très mauvaise, donc je savais Oui. que du coup ma page de capture avait un problème. C'est ça, exactement. Et du coup, tu sais où est le problème. Et Mhm. même si tu n'as pas la solution, bah, tu sais que c'est ça qu'il faut changer. Tout Donc, à tu fait. changes quelque chose. C'est le truc qui ne marche pas, tu le changes. Et c'est ça, l'état d'esprit entrepreneur, c'est quand on parlait d'échec, le truc qui ne marche pas, plutôt que de se dire, bon, c'est foutu, je change ou je teste autre chose jusqu'à ce que ça marche. Et mon travail en tant que marketeur, surtout, on dit souvent on pense avoir toutes les réponses. J'ai pas toujours toutes les réponses. Par contre, je sais que moi, je sais comment aller tester toutes les choses jusqu'à trouver la bonne solution. Avec l'expérience, on acquiert les bonnes solutions. C'est comme dans tout métier, mais on n'a jamais fini de tester parce que chaque cas est particulier, chaque enjeu marketing est particulier, mais quand on maîtrise les chiffres, on maîtrise son business. Et le business, ça reste très binaire, hein. Soit on est rentable, soit on n'est pas rentable. Donc, je pense qu'il faut passer ce cap de la peur, mais surtout comprendre, parce qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Et croyez-moi qu'une fois qu'on a compris, c'est plus simple qu'on le pense, et surtout, on se prend la tête une fois, on se crée une routine, et après, une fois que les tableurs ou les trucs sont en place, on a juste à les remplir, ou ça peut se faire automatiquement, et analyser, tester les choses. Et c'est vraiment très simple. Et on peut même le faire tout simplement quand on débute avec comme tu dis, un fichier Excel avec les entrées, les sorties, des plus, des moins, des Oui, multiplications par la suite ou des divisions par la suite, mais juste avec un égal somme des parenthèses et ça permet déjà d'avoir une idée de notre rentabilité. oui, puis en fait, quand vous comprenez, après, chercher les formules et tout, j'avoue que moi, j'avais complètement oublié comment on utilisait Excel. Excel. Enfin, j'utilise plutôt Drive, mais c'est la même chose. Et Mhm. du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Google, comment chercher telle formule. Je vais dans Google, comment mettre la case en vert quand c'est positif, en rouge quand c'est négatif. Google Tu est trouves ton les ami, hein. formules. Google est ton ami. Donc, en fait, quand tu as compris la base, la formule que tu veux faire et ce que tu veux mettre, l'exécution, si tu bloques, tu trouves les solutions aujourd'hui dans Google. Donc,
Comme quoi, ça s'apprend vite, mais il faut mettre le nez dedans. Et puis, une fois qu'on a compris, c'est fait et c'est fait. Merci beaucoup pour toutes ces informations super intéressantes. J'avais une dernière question à te poser. Si tu devais ou si tu pouvais être un héros, que ce soit de bande dessinée, du film, de jeux vidéo, quoi que ce soit, qui est-ce que tu serais et pourquoi? Alors, c'est pas celui que je préfère en termes de personnage et de style, mais c'est celui que je préfère en termes de pouvoir, c'est Flash. Pour Ok, pouvoir aller super vite et aussi parce qu'il est capable de remonter dans le temps, de voyager. En fait, il peut voyager dans le temps et je trouve ça tellement génial. Et le temps, c'est vraiment mon sujet principal. Et ouais, je dirais Flash. On parle vraiment du super pouvoir, super pouvoir de Flash, clairement. eh bien, un tout grand merci à toi pour cette intervention. Merci d'avoir accepté cette invitation, pour le temps que tu as pris. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Ah bah si tu avais un conseil, une dernière chose, vraiment juste un conseil pour les porteurs de projets, pour les entrepreneurs qui sont un peu dans le flou, qu'est-ce que tu leur donnerais? Qu'est-ce que tu leur dirais? Mmh. Bah, n'oubliez jamais pourquoi vous faites les choses, le sens de ce que vous faites. C'est quand on perd un peu la motivation, ou qu'on est face à un échec, ou quand on est dans le brouillard ou un peu perdu, c'est ce qui nous ramène vraiment à l'essence même. Donc, c'est un peu le mantra Game Entrepreneur, c'est kiffer le game. Tomber amoureux du process, lâcher prise sur le résultat et tomber amoureux du process parce que chaque jour, on apprend, on évolue, on devient fier de soi. Il y a des difficultés aussi, mais on est fier de les affronter et on devient chaque jour meilleur. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'esprit qui fait le game, c'est tomber amoureux du process, lâcher prise sur les résultats. Top, merci, ça c'est un super conseil. Je mets en lien ton site, ta page YouTube, ta page pro Facebook. Tu as aussi d'autres moyens de te contacter? Ben, sur mes réseaux sociaux, sur ma page principale, vous avez tous les réseaux, donc vous pouvez me retrouver. Je publie des vidéos chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Vous avez le podcast, vous avez des interviews et contenus assez réguliers, donc il y a de quoi faire. Eh bien, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne après-midi à toi, parce qu'on est là, il est bientôt l'heure de midi. Pour ceux qui nous regardent, eh ben, je vous souhaite j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de choses. Je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine interview, une prochaine vidéo. Ciao! À bientôt, ciao.